ce nouvel épisode de la série Badass, vous allez faire connaissance avec Séverine Alfayat, la DIRCOM de l'agglomération de Paris-Saclay. Quand je vous parle de Badass, eh bien vous allez être servi. Séverine est exactement l'incarnation de ce magnifique mot qui nous vient des USA. En effet, après avoir travaillé dans le privé pendant près de 10 ans, Séverine a sauté le pas en allant travailler dans la com publique, et ce, par pure envie de sens. N'ayez crainte, travailler dans le privé ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas de sens, mais Séverine en avait envie, et justement, elle va vous expliquer en quoi consiste diriger la communication de l'agglomération de Paris-Saclay, qui est dans l'Essonne et qui compte aussi bien sur le territoire de magnifiques startups que de très très grandes structures publiques, de très belles entreprises et bien évidemment beaucoup de communes, ce qui veut dire autant d'élus et de DIRCOM. Bref, aujourd'hui, avec Séverine, vous allez voyager en pays de badasserie entre tech, agglomération et nature. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et comme à l'habitude, j'ai pris un immense plaisir à discuter, à échanger avec Séverine. Vous le verrez, Séverine n'a pas sa langue dans sa poche et elle va vous donner, entre autres, d'excellents conseils de carrière, mais va vous donner enfin, depuis le temps que je le pense, eh bien elle va vous dire que non, il n'y a quasiment pas de différence entre la com privée et publique. Je n'en dis pas plus, je vous laisse avec Séverine dans ce nouvel épisode de la série Badass et vous verrez diriger la communication de l'agglomération de Paris-Saclay et tout sauf une sinécure. Très très bonne écoute en compagnie de Séverine Alfayat. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Séverine. Salut Laurent. Comment ça va ? Ça va super bien. Et toi ? Écoute, ça va très très bien. Je suis très heureux de revenir. Alors, je ne sais pas si on dit le plateau de Saclay, parce que je n'ai pas les vocaux. Enfin, je n'ai pas le vocabulaire. Où est-ce qu'on est ? Parce que nous sommes à Paris-Saclay. Tu es la directrice de la communication de l'agglo Paris-Saclay. Mais où sommes-nous exactement ? Parce que c'est magnifique et je reviens 4 ans après avoir travaillé avec le CEA. Donc, je suis très heureux. Eh bien écoute, tu es sur le plateau de Saclay, tu avais raison. Et le plateau de Saclay est à environ 20-25 km de Paris, bientôt connecté par la ligne 18, le métro. Donc on est juste à côté de la capitale, sur un territoire de plus de... Alors là tu parles de l'agglo Paris-Saclay, donc c'est un territoire de plus de 27 communes, 318 000 habitants, aux portes de la vallée de Chevreuse. Alors c'est un endroit qui est absolument magnifique. Sachez-le, chères auditrices et auditeurs, que vous soyez en région parisienne, à Paris comme moi, ou en province, vous allez voir, si un jour vous vous y rendez, c'est superbe, c'est vallonné, c'est vert, franchement c'est un petit coin de paradis. Ah, c'est un petit coin de paradis. Après, le plateau de Saclay n'est qu'une partie de notre territoire Paris-Saclay, donc qui peut s'étendre jusqu'à Épinay-sur-Orge, Verrières-le-Buisson, Longjumeau, Vissou. On est de l'autre côté, juste à côté d'Orly, donc avec des espaces naturels effectivement un peu partout, mais pas que les portes de la vallée de Chevreuse. On a le bois des Templiers, on a la tour de Montlhéry et en bas on a l'autodrome de l'INAS Montlhéry qui fête ses 100 ans cette année, l'UTAC, un endroit absolument fabuleux de course automobile. Alors absolument, je suis désolé, moi qui ai 50 balais passés, j'ai fait mon armée à Montlhéry. Tu vois, comme quoi tout me ramène toujours en Essonne, et j'étais juste à côté de l'autodrome, et je ne te cache pas que je n'ai pas passé les meilleurs mois de ma vie là-bas. Même si en effet c'est absolument magnifique. Alors on en Essonne, dans le 91 pour faire court. Merci d'avoir présenté alors le territoire, parce que pour moi c'est extrêmement important. Une agglomération, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu peux définir pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la chose ? Et puis après on va rentrer dans ton quotidien, parce que ça fait 6 ans que tu es DIRCOM de cette magnifique agglo Paris-Saclay. Dieu sait s'il y a des choses à dire. Je te laisse tout simplement présenter, ne serait-ce que savoir ce que c'est qu'une agglo pour celles et ceux qui se demandent ce que c'est. Alors une agglo, ça n'est pas une collectivité territoriale, c'est un établissement public de coopération intercommunale. Ouais, ça fait plein de mots pour dire qu'en gros, nous sommes un établissement public qui travaille pour une agglomération de communes. On travaille donc pour 27 communes, 318 000 habitants, ce que je disais. Et nous travaillons à des compétences obligatoires qui sont par exemple le développement économique, les mobilités, le tourisme, les déchets, l'aménagement,
Donc des compétences qui ne peuvent pas être peut-être portées seules par les communes, et il faut donc une strate qui n'est pas au-dessus. L'idée, c'est pas, il n'y a pas un niveau hiérarchique à l'agglomération. Et donc, on travaille avec les 27 communes, avec les 27 maires et avec des élus communautaires. Je rappelle d'ailleurs que lorsque on vote pour son maire, maintenant, lorsqu'on vote au municipal, on vote aussi pour nos représentants aux intercos, que ce soit communauté de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine, c'est la même élection. Eh bien, tu vois, je ne le savais absolument pas, donc merci de nous informer de tout ça. Séverine, tu disais très justement, ce n'est pas au-dessus, et tu disais que l'union faisait la force. Et je trouve ça très très bien, finalement, c'est pas très compliqué à comprendre, même si on parle de millefeuille territorial, c'est très français. On va pas revenir dessus, mais l'union fait la force. C'est vrai qu'une seule et unique ville, une communauté pourrait peut-être pas prendre en charge tous les travaux, la voirie ou plein de choses comme ça, donc quelque part l'union fait la force. Et tu disais que tu n'étais pas au-dessus. Alors ça, c'est intéressant, parce que tu me dis que tu as 27 villes dans l'agglo, tu as été DIRCOM de mairie. Est-ce que, très sincèrement, c'est facile de travailler avec les DIRCOM de ces 27 villes? Oui, c'est facile parce que, déjà, oui, j'ai travaillé 12 ans en municipal. J'aime à dire d'ailleurs que c'est la plus belle des écoles, la municipale. C'est la strate de proximité avec l'habitant, c'est la strate du système D, c'est la strate MacGyver. Moi, j'ai adoré, même si c'est épuisant et que je suis ravie maintenant d'être en agglo, mais on n'est pas la super DIRCOM des DIRCOM. C'est d'autant plus facile pour moi que je connais et je mesure leur quotidien, que je mesure les contraintes qui sont les leurs, et que on s'internourrit. Nous, on a besoin de remontées de terrain et on a besoin des remontées des 27 communes. On a besoin de leur support de com. On a beaucoup plus de mal, nous, agglo, à toucher les habitants, à toucher nos cibles, alors que les villes y arrivent plus particulièrement. Donc non, on travaille très bien, je travaille très bien avec les DIRCOM des communes. J'essaye d'avoir des réunions régulières avec les communicants de l'agglo. On y partage plusieurs sujets. Ça peut être autant des grands travaux d'ampleur, ça peut être des grands projets économiques qui vont rayonner ou ruisseler sur le territoire. Ça peut être, et c'est notre rôle, de la connexion à notre écosystème. Par exemple, on travaille avec tous les managers de centre-ville. On a un club qu'on réunit et on partage les expériences, on partage les aides, on fait des ateliers de formation pour développer les centres-villes, les centres-bourgs à l'échelle de l'agglomération. Je ne sais pas si je suis hyper claire, parce que je vois que tu fronces les yeux. Non, c'est très très clair, je te remercie, parce qu'en fait, je crois qu'il faut comprendre que les habitants, globalement, l'agglo, ils savent pas trop ce que c'est. Ils en ont entendu parler, parce que aggloméré, bon voilà, c'est le terme, quelque part, on le connaît à peu près tous, sauf que globalement, c'est pas trop à quoi ça sert. C'est une échelle qui est méconnue. On pourrait se poser la question d'ailleurs, à savoir si c'est bien ou mal. A-t-on besoin d'être vraiment reconnu à partir du moment où on fait notre mission? On a une mission qui est, pour nous, en tout cas ici à l'agglomération, une mission de connexion, une mission de partenariat avec les communes. Après, il faut relativiser quand même. Moi, j'ai quand même des enjeux de visibilité parce que on a quand même des compétences transférées qui sont des compétences de proximité. Donc, les déchets, la voirie, l'aide justement, j'en parlais, aux commerçants et aux artisans, aux créateurs d'entreprises. Ce sont des compétences que nous exerçons en direct, l'assainissement, l'urbanisme. Et là, on a quand même besoin d'être identifié pour pouvoir être contacté. Je me permets de te couper un instant, justement, parce que il faut pas oublier qu'une agglomération, c'est pas uniquement un truc administratif de plus comme on a dans notre beau pays et dont on a malheureusement l'habitude. C'est quelque chose qui est absolument fondamental parce que, comme tu le dis, l'union fait la force et une seule commune ne va pas pouvoir tout supporter, elle n'aurait pas les moyens. Donc, l'agglo est fondamental. Est-ce que, comme tu le dis très justement, les citoyens, les habitants ont besoin de savoir ce que fait tout de l'agglo? Pas forcément, mais il y a des choses sur lesquelles il faut être identifié. Et finalement, qu'est-ce qu'ils vont juger? Ils vont juger l'efficacité de la chose. C'est-à-dire que on a tous besoin de reconnaissance, mais si au final l'agglomération permet la mutualisation de moyens, permet l'optimisation des budgets, on a
on développe des services communs. Il y a encore plein de choses à faire, mais par exemple, à l'échelle de l'agglo, on permet à certaines petites communes de bénéficier d'expertise d'instructeurs en urbanisme. On a un service commun en système d'information. Donc, on va aider certaines communes qui n'ont pas les moyens. Pour être très clair, j'ai pas les moyens, par exemple, d'avoir un DSI, d'avoir un directeur informatique. À l'agglo, on va mutualiser des compétences. On le fait pour l'hygiène et sécurité, on le fait pour de l'aide juridique. Donc, oui, l'union fait la force. Est-ce que ça, on a besoin que ce soit reconnu? Ça nous ferait plaisir. Mais au final, ce qui compte et ce pourquoi on fait notre mission de service public, c'est qu'au final, le service public il soit bien rendu, et qu'on puisse avoir une efficience budgétaire, de moyens humains, et au final, le résultat pour l'usager, pour l'entreprise, pour nos cibles. Voilà. Merci de rappeler. Non pas que seul compte le résultat, évidemment que non, il y a la manière, l'art et la manière, mais là, tu vois, on parle d'administration, et après on va rentrer dans ton métier, hein, parce que il faut être clair, tu en as parlé un petit peu, mais comprenez bien, chers auditrices et auditeurs, que là, on est en train de parler d'efficacité. Ça ne rime que très rarement avec administration en France. Je suis un peu dur, mais quelque part, la réalité, elle est là, donc bravo de rappeler que l'agglo, c'est fondamentalement important. Et c'est d'autant plus fondamentalement important que Paris-Saclay, Séverine, c'est du lourd. Ah, c'est du carrément super lourd. C'est du super lourd parce qu'il y a, comprenez-le bien, une communication vis-à-vis des citoyens, il y a une communication vis-à-vis des très nombreuses entreprises. Allez, est-ce qu'on peut citer quelques entreprises qui sont dans ton périmètre géographique, si je puis dire ? Alors, on a plein d'entreprises, hein, mais alors on a des grands comptes qui pourront parler à tout le monde. On a l'EDF Lab, on a Danone, on a IBM, on a des sièges sociaux, Carrefour, Orange. On a énormément de grands comptes, énormément de start-up qui de plus en plus sont reconnus à l'échelle nationale et internationale. On est labellisé, on a la French Tech Paris-Saclay, et nous sommes aujourd'hui, la French Tech est labellisée Capitale Paris-Saclay, et des centaines d'entrepreneurs qui bénéficient de cet écosystème assez incroyable de Paris-Saclay. Mais vous l'avez compris, on est dans de la tech majoritairement. Il n'y a pas que ça. Ouais. Et de la science, mais il faut que vous le compreniez bien, Paris-Saclay, l'agglo de Paris-Saclay représente de très très belles entreprises, qu'elles soient internationales comme Danone. Alors Danone, c'est tout ce qui est recherche, hein, on est bien d'accord. Alors on a essentiellement, on n'a pas que cela, mais on a quand même beaucoup de centres d'innovation et de R&D, puisque on est beaucoup dans la tech, mais on est aussi beaucoup dans la recherche. La force de notre écosystème, de cet écosystème qui est très particulier, on en reparlera après, mais qui relève en plus d'une opération d'intérêt national. La force de cet écosystème, ce qu'on appelle un cluster, on va dire, c'est le mix public-privé. On a des grands organismes de recherche, le CEA, le CNRS, l'ONERA, on a énormément d'organismes de recherche nationaux. On a des pôles académiques internationaux. On a l'Université Paris-Saclay, première au monde en maths. On a l'Institut Polytechnique de Paris, qui est au top des grands classements internationaux également. On a, et ces deux pôles regroupe des grandes écoles extrêmement renommées comme Centrale Supélec, comme Polytechnique, comme AgroParisTech, comme l'Institut d'Optique, l'ENSAE, et j'en passe. Donc, c'est la puissance de cet écosystème, c'est toutes les interactions, toute la connexion, toute l'intelligence collective, le pari, il est là, que peut produire le public, le monde académique, l'excellence scientifique et R&D de ces acteurs-là, l'écosystème économique privé avec des grands comptes, mais aussi des startups, des entrepreneurs, de la deep tech, la French tech et tout ce qui relève du monde entrepreneurial. Et nous, en l'occurrence, qui nous positionnons en tant que connecteurs, c'est toute la vocation. Typiquement, par exemple, de notre pôle développement économique, mais aussi du tourisme, mais aussi de moi, dans ce que je peux faire aussi, un des axes de communication. Ce que tu nous dis là, Séverine, est passionnant. Parce que tu es en train de démontrer
et c'est pas moi, entrepreneur, qui vais dire le contraire, que le partenariat entre le monde du privé et du public peut parfaitement fonctionner. Et sincèrement, là, on a la plus belle représentation de cette victoire à deux. Parce que faut pas non plus l'oublier, c'est pas uniquement des centres de recherche. Les centres de recherche, ils servent à quelque chose, à du concret, et ça va demain arriver dans nos vies. Donc ça, comprenez-le bien. Je suis désolé, on a fait une page qui était peut-être un peu longue sur Paris-Saclay, parce que je crois qu'il faut que vous compreniez, un, ce que c'est qu'une agglo, que deux, Paris-Saclay, ce que c'est, les belles entreprises. Et maintenant, on va parler de toi, Séverine. Et merci encore une fois d'avoir ouvert cette page qui était absolument fondamentale. Toi, tu es la DIRCOM de cette agglomération. Tu as à communiquer auprès des citoyens, auprès des entreprises. Est-ce que tu as une communication qui se fait auprès des élus très corporate aussi ? Alors effectivement, on a plusieurs cibles. Juste avant de clore la page, quand même, et pour les auditeurs, c'est important parce que moi, mon métier, justement, puisqu'on va y venir, c'est de parler à tout le monde. Il y a la force de ce hub d'innovation, mais je rappelle qu'on a aussi toute une grande partie du territoire qui baigne pas forcément dans cet environnement-là. Et Paris-Saclay, l'agglomération Paris-Saclay, ce sont 27 communes. Le cluster, en gros, englobe 5 ou 6 communes. Donc, ça vous laisse avoir, surtout si l'on parle ensuite de notre métier, de notre mission, nous, en direction de la communication de l'agglo. Paris-Saclay, le plateau de Saclay, le campus urbain, c'est 4 ou 5 villes sur 27. Tu fais bien de le dire parce qu'il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Voilà. Et comme le dirait notre exécutif, ce hub est la locomotive du territoire et c'est important, mais on pourrait le dire autrement, ça n'est aussi que la locomotive de ce territoire qui a aussi des enjeux comme tous les autres territoires, avec des villes, des villages, des centres urbains, des quartiers politiques de la ville, des enjeux de National 20, des enjeux de transport, des enjeux de déchets, de nid de poule, enfin bref, voilà. Il n'y a pas que le côté glam, justement. Voilà. Et je trouve ça très très bien. Alors justement, en tant que directrice de la communication de cette agglo, tu as été directrice de la communication dans 2 villes, donc tu sais de quoi tu parles et tu disais je ne suis pas l'ultra DIRCOM ou l'Uber DIRCOM au-dessus des DIRCOM de ces 27 communes. En quoi consiste ton job de DIRCOM dans cette agglo ? Tu as une équipe avec toi, je suppose. Il y a des cibles qui sont les citoyens. Il y a les cibles qui sont évidemment les entreprises, on ne va pas revenir dessus, on vient d'en parler. Il y a aussi de la communication très corporate avec tes élus. Il y a énormément de personnes auxquelles tu dois parler. C'est passionnant, ça pourrait être aussi un petit peu schizophrène. Il faut savoir se démultiplier et puis il faut réussir à toujours faire passer des messages auprès de cibles très différentes. J'allais te demander comment tu fais et surtout en quoi ça consiste au quotidien ton job. Et évidemment, tu n'as pas de journée type, mais ça doit être un métier absolument sensationnel parce que tu ne fais jamais la même chose, j'imagine. C'est le propre de la communication, donc je pense qu'on a des métiers, un métier sensationnel. Effectivement, j'ai une équipe, on est 9, j'en profite si elles écoutent pour saluer Célia, Isa, Julia, Maëlle, Ombline, Marie, Suzy, qui sont, et une future Aude, community manager, qui sera certainement parmi nous quand elle entendra ce message. Et notre mission au quotidien, effectivement, c'est d'être au service de l'action publique qui est portée par nos collègues. Nous, à part l'organisation de quelques événements, nous, je le dis toujours, on ne produit rien. Nous, on essaye de valoriser ou de répondre aux objectifs de promotion, de visibilité des actions publiques portées par les différents pôles de l'agglomération. Et effectivement, plusieurs cibles. La cible usagée, parce que nous produisons des services publics et qu'à un moment donné, j'ai aussi tout bêtement, comme n'importe quel DIRCOM, besoin de faire connaître de nouveaux services ou ce que l'on propose ou ce que l'on fait en proximité pour les habitants. On a notamment ouvert un guichet unique Paris-Saclay Rénov, qui est un guichet unique pour les habitants sur toutes les questions de rénovation énergétique et de transition écologique. Un seul numéro de téléphone et toutes les réponses derrière. Donc ça, exemple parmi tant d'autres, là je parle au grand public et je parle aux copropriétaires, aux locataires, aux propriétaires. Dans ces cas-là, est-ce que tu t'interdis tout jargon technique, parce qu'il faut que ce soit compris de toutes et tous. Et je sais que parfois, dans les villes ou dans les agglos, en tout cas dans la communication publique, il y a des fois des tentatives d'éléments de langage un peu pénibles dont les habitants n'ont strictement rien à faire, ce que tu appelles les usagers.
comment tu communiques justement sur des services qui sont aussi fondamentaux? Alors, on fait les méchants à la com parce qu'on a des collègues qui nous parlent avec leur jargon et c'est normal puisque eux ont l'expertise technique. Et nous, on fait les méchantes et on dit ouais, mais enfin, moi, dans la vraie vie, par exemple, je parle pas de mobilité en fait. Moi, dans la vraie vie, je parle de moyens de transport. Dans la vraie vie, est-ce qu'on parle de points d'apport volontaire? Qu'est-ce que c'est un point d'apport volontaire? Ben, chez toi, en fait, des fois, tu fais la fête, tu as des bouteilles de verre. Et c'est dingue, il faut que tu ailles les amener dans un Moloc. Et tu sais pas ce que c'est qu'un Moloc, par exemple. Bon, bah voilà, ça c'est un point d'apport volontaire des déchets. Donc, grosso modo, tu vas mettre tes bouteilles dans le truc avec un trou. Tu vois, c'est extrêmement intéressant. Là, encore une fois, ce que tu viens de dire là. Tu me parles de Moloc, tu me parles de point d'apport volontaire. C'est un jargon insupportable. C'est notre rôle. Des gares ou des pôles intermodaux. Alors, on peut comprendre différents modes de circulation, mais à nous d'essayer... Alors, encore une fois, des fois, c'est toujours un peu... ça m'embête toujours un peu de dire qu'il faut qu'on parle comme les gens, parce que je voudrais pas qu'on pense que ce que j'ai déjà entendu une fois dans ma carrière, c'est pas parce que les gens sont cons, hein, qu'il faut qu'on parle de façon simple. Il faut juste qu'on parle de façon simple parce qu'à un moment donné, comme n'importe quel métier d'ailleurs, c'est pas que dans le public, c'est si on veut être compris, utilisons le même code. Alors moi, j'ai fait des études de sciences humaines, hein, j'ai fait de la sémantique, de la pragmatique, de la linguistique et les mots ont une vraie importance. Donc, parlons le code qui nous permet d'échanger avec notre cible. Quand je parle aux entreprises ou quand je fais des articles, des sujets ou des interviews d'une start-up comme Candela, qui est une start-up qui a levé des millions sur le quantique, je peux m'autoriser, quand j'arrive à le comprendre, à parler tech. Quand je parle de mobilité, de pôles d'échange intermodaux, de circulation active, de mobilité active, eh ben, je vais parler de moyens de transport, je vais parler de vélo. C'est la seule façon de passer un message. Parce que je rappelle que tu demandais c'est quoi notre métier. Moi, j'ai toujours considéré que la communication, on faisait de la médiation au sens premier, c'est-à-dire que nous sommes au milieu d'eux. Et moi, mon rôle, c'est un rôle de messager avec l'équipe. Vous avez un message, il y a un émetteur qui passe un message, il va le dire avec ses mots. Et moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que le récepteur l'entende. C'est ce que je dis à tous les jeunes. Notre métier est extrêmement simple dans la communication. C'est se faire comprendre. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est un petit peu dur quand même. J'exagère à peine. Mais c'est fantastique que tu rappelles ces fondamentaux, le jargon. Et Dieu sait si nous en avons dans notre beau métier de la communication. Et pire dans le marketing, plein de mots en ING qui m'insupportent et qui me donnent envie d'appeler Darmanin immédiatement. Trêve de plaisanterie. On fera un briefing après. Sur le mailing. Voilà. Et après, j'irai faire ASAP. Et après, j'irai faire un jogging. Yeah. Mais très sincèrement, c'est bien que tu rappelles que le DIRCOM, tu disais que c'était de la médiation parce que tu es au centre de plein de choses. Au milieu d'eux, pas au centre, c'est important. Oui, c'est vrai, pardon, au milieu de plein de choses, parce qu'au centre, ça voudrait dire que tu serais auto-centré et que tu regarderais ton petit nombril. Merci de le rappeler. Mais nous sommes là pour traduire par moment des choses très, très complexes, l'apport volontaire de je sais pas quoi, j'ai déjà oublié le truc, c'était tellement pénible. Et ça, c'est super important que tu rappelles à nos auditrices et auditeurs, les plus jeunes en particulier, et même les plus expérimentés, qu'il faut savoir sortir du jargon, pardonnez-moi l'expression, qui est insupportable. Gardez ça en tête. Ce que vous dit Séverine, il faut que vous le gardiez toute votre vie dans votre tête parce que vous ne ferez que des communications institutionnelles ou moins institutionnelles insupportables dont tout le monde se foutra royalement. C'est notre rôle et notre mission, c'est pour ça qu'on passe souvent pour des empêcheurs de tourner en rond, pour des services qui disent non, pour des services qui reproposent, qui reformulent. Mais si on le fait, c'est justement parce qu'on a cette mission de traduction. Encore une fois, les services ont leur propre expertise. Nous, on ne l'a pas, on est spécialiste de rien. On est expert en médiation, en communication. Ça vaut donc pour la traduction de langage, pour utiliser les bons termes pour les bonnes personnes, pour toucher les bonnes cibles et pour parler sur le bon ton. Mais on est aussi normalement, en tout cas je le considère parce que j'ai une super équipe, on est aussi expert pour trouver le bon support. Est-ce que je dois parler avec une vidéo ? Est-ce que je dois parler avec une photo ? Est-ce que je dois parler avec un article ? Est-ce que je dois faire une interview ? Est-ce que je dois faire 15 lignes, 10 lignes ? Notre expertise, elle est là et on est souvent considéré effectivement comme le poil à gratter parce que pour bien faire mon boulot,
il faut que je t'interpelle, il faut que je te pose des questions, il faut que je te pousse dans tes retranchements pour savoir qu'est-ce que tu veux dire, à qui et pourquoi. Donc, j'ai toujours tendance, effectivement, avec l'équipe, on a des collègues qui vont venir en disant, voilà, j'ai besoin de ça. Ouais, mais c'est très bien, tu as besoin de ça, mais tu as besoin de ça. Pourquoi ? Quel est l'objectif ? Derrière, il peut y en avoir plein. Je peux le dire de 72 000 façons, ce que tu me demandes de dire. Donc, à qui tu veux le dire ? Même des créations de support. Il y a qui va l'alimenter, qui va en parler. On a besoin de poser des questions, on a besoin de comprendre, parce qu'encore une fois, la communication, la base de la communication, c'est le message, quel qu'il soit, ce qu'on appelle un média. Et ce message, pour être efficace, et moi, je tiens je l'ai chevillé au corps, comme dirait l'autre, l'efficacité et l'efficience. Je tiens à ce à pouvoir continuer de rentrer dans les brancards. Je m'en fous de continuer à poser des questions et à faire ma pénible pour pouvoir comprendre ce que tu as à dire et essayer de le dire bien. Après, peut-être qu'on se trompe, mais on aura essayé de le faire. Comment s'est pris justement ce côté poil à gratter ? Qui, pour moi, est le b.a.-ba de la communication, comme tu l'as dit, il faut essayer de comprendre à qui on parle, comment on va lui parler, etc. Mais comment c'est pris, justement, peut-être par tes élus, par tes collègues qui sont des experts, qui te disent « j'ai besoin d'une affiche, j'ai besoin d'un outil, en fait, finalement ». Bon, ça, c'est le grand classique de nos métiers. Et puis, c'est vrai que tout le monde sait parler et sait à peu près écrire, donc on a l'impression qu'on sait faire notre beau métier, tout le monde sait le faire. Mais comment s'est pris, justement, ton côté poil à gratter avec ton équipe de drôles de dames, puisque je rappelle qu'il n'y a que des nanas chez toi ? C'est un rôle qui est parfois ingrat. Comment c'est pris ça dépend, parce que la communication, c'est aussi beaucoup d'interpersonnel. Donc, les relations sont toutes un petit peu différentes. Mais au-delà de savoir comment c'est perçu, déjà, je pense qu'il y en a beaucoup qui nous font confiance et qui rappellent que la communication est un métier et que, a priori, c'est le nôtre. On a aussi une directrice générale des services et un président qui en sont convaincus, donc qui sont aussi à l'écoute des conseils en communication. Et ça, c'est précieux. De sentir qu'on peut être entendu. Après, ça ne veut pas dire que, mais on peut proposer. Mais au-delà de ça, je pense que en 2015, je crois, je sais plus, j'avais écrit un article qui s'appelait Qu'avons-nous loupé pour tant nous justifier ? Et j'avais la sensation qu'on était toujours obligé de rappeler que la com était un métier, de rappeler que non, on n'est pas que là, on n'est pas que en exécutant la bonne idée, comme tu dis, du service qui va te faire le plan de com avant d'avoir vu la com, quoi. Je veux une affiche, je veux un CP, je veux un machin, avant même d'avoir posé effectivement les bonnes questions, à qui on parle, le timing, et voilà. Peut-être qu'il faut qu'on continue à prouver de façon la plus objective possible que c'est un métier. Des indicateurs, donner à voir ce que l'on fait, donner à voir l'évaluation de notre politique publique, parce que je rappelle que nous avons la communication publique, c'est un service public, on le doit à nos cibles, on a des comptes à rendre. Je t'interromps un instant, des comptes à rendre, c'est-à-dire ? Moi, ça, c'est ma conviction personnelle, et puis c'est mon petit côté aussi, comme le disait au lab Franck Confino, je remercie d'avoir pris cet exemple, une citation, c'est je pense, notre part du colibri, ma part du colibri de communicante. On a des comptes à rendre sur notre action publique. Moi, j'ai fait le choix de quitter le privé pour travailler dans le public, parce que c'est une mission d'intérêt général. Ça me plaît, parce que derrière, il y a des valeurs qui me portent, des valeurs d'universalité, des valeurs de droit pour tous, des valeurs de service pour tous. Et pour regagner, on va pas revenir sur l'actualité, mais pour regagner ce lien de confiance qui est absolument nécessaire entre les citoyens, nos partenaires, nos élus et ce millefeuille territorial, la fonction publique même, on a un rôle précieux à jouer, nous, communicants, et on a un devoir de transparence, on a un devoir de pédagogie citoyenne. Il faut expliquer, il faut donner à voir, il faut partager les savoirs. Je suis d'accord avec toi qu'il faille partager ces savoirs, mais est-ce que finalement, primo, les communicants ne se mettent pas eux-mêmes des bâtons dans les roues, des barrières, la peur que ce ne soit pas bien compris, ou que ça n'intéresse personne, ou est-ce qu'il n'y a pas non plus
des parties prenantes que sont par exemple des élus, des cabinets qui vont te dire oui, non, mais en fait, on s'en fout. Bien sûr, en communication publique, on ne fait pas la politique de l'autruche, on travaille au service d'élus. On travaille au service d'un exécutif qui a bien évidemment des objectifs et des feuilles de route qui sont aussi des feuilles de route politiques, connexes à notre métier administratif. On ne peut pas faire sans, sinon il faut changer de métier. Je le dis à chaque fois que je recrute, si tu fais de la communication publique, tu sais que tu travailles avec des élus. En même temps, c'est pareil dans le privé. Quand on bosse chez Danone, on fait rarement de la com en disant que les yaourts sont dégueulasses. Donc, bon, c'est un peu pareil quand même dans le public. Évidemment que c'est pas forcément facile de prouver notre métier, de faire comme on aimerait faire. On est un service fonctionnel au service des autres services, donc à un moment donné, il faut aussi, on est obligé de s'asseoir un peu parfois sur nos orgueils, on est obligé de s'asseoir aussi sur nos convictions parfois. Même si moi j'ai du mal, c'est peut-être mon côté badass, ça me fait super mal. Mais il faut qu'on ait cette humilité-là. On travaille au service d'une feuille de route, sinon il faut partir et puis il faut aller se battre individuellement. Moi, je travaille au service d'un exécutif, au service d'une administration, au service de mes collègues services publics, au service d'un territoire. Mais la seule chose, je pense, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer à prouver, il faut continuer à essayer de se battre, il faut continuer à dire, quitte à avoir des yeux qui se lèvent, quitte à avoir putain, mais elle nous saoule, enfin voilà, on va dire les choses, elle nous gave, elle est chiante, ouais, mais ça, c'est mon métier. Au-delà du côté badass, est-ce que, comme dans tous les autres métiers d'ailleurs, et même dans la vie, le DIRCOM ou la DIRCOM ne doit pas être une femme ou un homme courageux ou courageuse? À savoir qu'il faut se battre. Beaucoup de gens ont l'impression de pouvoir faire notre job à notre place. Ils réfléchissent surtout en outils. J'ai besoin d'une affiche, tu l'as dit. Mais il faut savoir aussi, avec nos décideurs, non pas faire une baston, c'est pas ça l'idée, parce que des fois on se fait jeter parce qu'on n'a pas les meilleures idées du monde après tout. On n'est pas les garants des meilleures idées. Ouais. Je ne prétends pas et on ne prétend pas une réussite absolue. On prétend juste pouvoir proposer quelque chose qui relève d'une expertise. Exactement, et ils disposent. Et heureusement, on est là pour les convaincre quand on pense qu'on a une très bonne idée. Et puis des fois, on va lâcher le morceau parce que quelque part, il y a plus important dans la vie. Mais ce courage, pour moi, fait partie fondamentalement de la qualité du DIRCOM d'aujourd'hui. Ah, c'est essentiel. En tout cas, pour bien faire notre travail, c'est essentiel. Moi, j'ai la chance d'avoir toujours travaillé avec des élus, maires ou mon président actuel d'ailleurs. Coucou. Ah bah tu peux le saluer, monsieur. Coucou, mon président. Je salue Grégoire de l'Astérie, qui, je pense, alors peut-être que je me trompe, mais en tout cas, j'ai toujours eu une liberté de parole et une liberté de conseil. Je te coupe un instant volontairement. Comment tu as fait, Séverine? Parce que ça, c'est fondamental. Évidemment, c'est ta personnalité, ce n'est pas celle de Laurent ou d'X, Y ou Z. Mais tu as toujours travaillé avec des gens très badass. Très badass. Je ne sais pas si tous mes élus vont apprécier le côté badass, mais en tout cas, j'ai toujours travaillé avec des élus où j'ai eu la chance de m'entendre dire la communication, c'est votre expertise. Donc déjà des élus qui s'intéressaient à la com. Il y a aussi des élus qui vont dire moi c'est pas mon problème, voilà, qui étaient à l'écoute. Je sais pas comment j'ai fait. Déjà, je pense que effectivement c'est ma personnalité et que j'ai du mal à me taire. Ça me vaut aussi plein de problèmes parce que dit plus simplement, je suis assez grande gueule comme fille. Ça doit être mon côté du sud. Mais j'ai envie de dire je m'en fous parce que je reste passionnée par la communication, je reste passionnée par l'interpersonnel, je reste convaincue du rôle qu'on peut jouer, et encore une fois, pas pour nous, parce que moi, je ne produis rien, la com ne produit rien. Je pense qu'il faut avoir ce courage et en même temps, je parlais d'humilité tout à l'heure, mais il faut qu'on ait la prétention d'être des professionnels. Il faut qu'on puisse continuer à dire, je sais, alors on est perfectible, on n'est pas obligé de nous écouter, mais il faut continuer à se battre pour qu'on ait suffisamment une liberté de parole et qu'on puisse être en conseil. Et qu'on soit aussi à nous respecter nous-mêmes. Ouais. J'aurais effectivement, moi personnellement, quelques limites. J'ai certaines convictions quand même qui font que y a pas mal d'articles ces derniers temps qui sont sortis sur le devoir de réserve du fonctionnaire et autres. Les convictions personnelles, elles jouent aussi dans ce qu'on peut proposer ou dans ce qu'on peut accepter, dans ce qu'on nous demande de faire. Ça m'est arrivé aussi d'avoir à faire des plans de communication. Je parle pas du tout politique là, je parle vraiment communication, d'avoir à faire et à appliquer des plans de communication auxquels je crois absolument pas.
Mais au bout d'un moment, j'arrête de me battre. On ne se bat pas contre des moulins à vent. Pour moi, l'efficience, elle est aussi qu'une fois que j'ai rempli mon contrat, j'ai donné mon conseil une fois, 2 fois, avec l'équipe, on a essayé de proposer. Ensuite, encore une fois, nous ne sommes pas décideurs. Je ne bats pas contre des moulins à vent, il faut que ça sorte. Quelque part, ce que tu me décris là, ça ressemble à une agence de communication qui, avec un client comme toi, va proposer diverses idées, et puis ça ne passe pas pour X raisons, et puis on arrive à trouver quelque part un terrain d'entente. On va pas se battre sur tout et n'importe quoi. C'est exactement pareil du côté annonceur, qu'on soit dans le public ou dans le privé. Ça n'a absolument aucun intérêt. Encore une fois, on est souvent perçus comme des empêcheurs de tourner en rond, mais je défie quiconque de nous dire que la com, elle n'est pas faite. Elle est faite. Parce qu'à un moment donné, encore une fois, nous sommes au service d'eux et que je ne vais pas passer, je le dis parfois à l'équipe, on ne va pas passer des semaines et des semaines à se battre contre une volonté, contre une décision, contre un besoin qui est exprimé. Donc oui, on a un petit côté agence de communication. On conseille, on vous propose un plan de communication. Après, c'est vous le client, hein. Ce qu'il faut, c'est un juste équilibre entre reconnaître notre professionnalisme et reconnaître notre expertise et de temps en temps nous faire confiance. Pour moi, la confiance, c'est quelque chose qui est primordial. Tout à l'heure, tu parlais des élus ou des services. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. Il y a quelque chose qui, pour moi, est fondamental dans le travail, c'est qu'on puisse, 1, se dire les choses et 2, se faire confiance. C'est-à-dire que même quand je ne suis pas d'accord avec toi, je vais dans le même sens que toi. On peut ne pas être d'accord, mais il y a une confiance et une fidélité. En tout cas, on partage la même feuille de route. Et ça, c'est essentiel. J'allais dire un respect. Et il y a un respect. Le respect, c'est la base. Séverine, ça fait bientôt 20 ans que tu es DIRCOM. Tu as été DIRCOM en mairie avant, donc sachez-le. D'abord aux Ulysses, si je ne dis pas de bêtises. À Orsay d'abord. D'abord Orsay pendant près de 10 ans, et les Ulysses pendant 2 ans et demi, et maintenant ça fait 6 ans que tu es DIRCOM de l'agglo Paris-Saclay. Très rapidement, très rapidement, quelle est la différence fondamentale entre un DIRCOM d'une ville et d'une agglo? Si tant est qu'il y ait des différences. Ouais, je vois pas énormément de différence dans les outils, dans nos métiers. On reste des DIRCOM publics. Les différences qu'il peut y avoir, c'est des différences de cibles. Encore une fois, on en parlait tout à l'heure. En mairie, ma cible principale, 90%, sont les habitants, mais aussi les acteurs économiques de la commune, et les partenaires, les associations et autres. À l'échelle de l'agglomération, moi, je définis souvent 3 cibles. On en a parlé tout à l'heure, qui sont les habitants, les partenaires, acteurs académiques et économiques, mais aussi les élus du territoire, puisque nos élus, en tout cas, nous, on a des comptes à rendre aussi aux communes et aux élus des communes pour lesquels on travaille. C'est souvent l'objet, par exemple, de bilans mi-mandat. Nous, on fait des bilans mi-mandat qui sont souvent des bilans mi-mandat à destination des villes, parce qu'on doit rendre compte de l'action intercommunale au service des communes. Donc les différences fondamentales, moi je pense vraiment que c'est le côté, c'est pour ça que je disais que c'était la plus belle des écoles, il y a un côté boîte à baffe, je suis désolée, mais de la ville, alors on doit avoir un petit côté maso, mais la proximité avec l'habitant, elle est fondamentale, elle est aussi plus dure. À l'agglo, on est hyper préservé dans des strates qui sont comme ça un petit peu satellisées et peu connues. On a moins d'accueil du public. J'ai pas un magazine à sortir tous les 15 jours. J'ai pas 3 événements par week-end. Le métier, il change aussi vraiment beaucoup sur la proximité et puis après les compétences, indéniablement. C'est pas la même chose de travailler à la communication de start-up sur le quantique et de la foire à tout de chaque quartier. Enfin, en plus, je veux pas dénigrer parce qu'encore une fois, j'ai adoré ça. J'ai adoré travailler en commune. C'est un apprentissage de malade. Mais comme j'ai adoré bosser 10 ans dans le privé aussi. Et alors justement, j'allais te poser la question, tu vois, quel talent. Ça, c'est T'as vraiment vu, badass. c'est dingue, je l'ai vu dans tes yeux. Mais quel talent. Qu'il fallait que je change. Pas du tout, bien au contraire, j'allais te poser la question. Tu as fait 10 ans de privé, presque 20 ans de public, donc tu as vraiment les 2 casquettes et tu sais de quoi il retourne. Selon toi, quelle est la différence fondamentale entre le public et le privé? Parce que les plus jeunes connaissent pas très bien la com publique, il faut pas non plus se mentir. C'est quoi la grande diff que tu as vue entre ces 2 secteurs qui collaborent très bien, confèrent à l'agglo, avec tout ce qui se passe du côté de Paris-Saclay? Tiens, c'est quoi les grandes différences selon toi? Écoute, étonnamment, alors il y en a une, je vais en parler, mais je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc ça m'agace toujours un peu qu'on mette dos à dos public et privé, parce que il n'y en a pas tant que ça.
Moi, j'ai vu des lobbying politiques dans le privé. J'ai vu des enjeux de pouvoir dans le privé. Donc, non, j'ai pas, je ressens pas une grande différence. Moi, perso, j'ai jamais autant travaillé que dans le public. Et pourtant, je travaillais dans une grosse direction marketing et communication d'un bureau de contrôle national. Donc, c'était pas non plus une petite PME, hein. Mais non, il n'y a pas de différence, je trouve, fondamentale. Les seules différences, en étant tout à fait pragmatique et transparent, on va pas se cacher, le salaire, c'est pas le même, hein, donc faut quand même y aller. Moi, j'y suis allée par vocation. J'ai perdu à l'époque, je sais plus, quelques centaines d'euros par mois, mais c'était un choix. Il y a quand même une gestion de carrière qui est particulière. Donc, je dis toujours, moi, la première fois que je suis arrivée dans le public, j'avais un DGS. Alors, peut-être que c'est très naïf, hein, et puis je suis très naïve. Je dois avoir un petit côté badass, mes fleurs bleues, parce que j'y ai cru et j'y crois encore. Il y avait un petit côté, il faut embrasser la fonction publique. Il faut embrasser le secteur public et c'est effectivement en accepter certaines contraintes. La deuxième, d'ailleurs, effectivement, pour moi, c'est la lourdeur. Quand je travaillais dans le privé, trouver une agence, trouver un prestataire, organiser un groupe de travail. C'est-à-dire que moi, en 2002, je travaillais déjà en mode gestion de projet dans le privé. J'ai pas attendu de faire des ateliers de co-construction et d'intelligence collective avec des post-it pour qu'on vienne nous dire comment on travaille en gestion de projet, quoi. J'ai pas besoin de parapheur pour faire de la transversalité. À l'époque, on faisait de la gestion par compétences. On a un projet, un objectif, j'ai besoin de la compétence A, B, C, D. Je me fous de savoir où elle est sur l'organigramme. Je mets les bonnes personnes autour de la table qui vont être capables d'atteindre l'objectif. Qui sait faire et qui est capable de travailler ensemble. Ça s'appelle de la gestion de projet et c'est pas de la gestion par organigramme ou de la gestion par pôle ou par service. Ça, c'est un truc que j'ai appris dans le privé, de réussir à s'en détacher, à se détacher de l'organisationnel, et que j'ai du mal à retrouver dans le public. Le public est plus lourd, plus formel, peut-être. Et pourtant, encore une fois, j'ai la chance d'évoluer, alors c'est peut-être propre à Paris-Saclay, mais dans des collectivités qui sont assez agiles, assez souples. Et je pense que là, les auditeurs peuvent pas le voir, mais ça se voit assez dans les locaux dans lesquels on travaille. Il y a une vraie volonté d'agilité dans nos méthodes de travail. Mais c'est une vraie différence. Voilà, je dirais que les deux principales, c'est accepter les contraintes, c'est quand même le salaire, les concours et tout ce qui va avec. La lourdeur un peu du système quand même du public. Mais sinon, je le dis, je le redis et je le redis, je ne constate pas de différence entre le public et le privé. T'as un employeur, t'as une équipe, t'as un objectif, t'as des missions, t'as des moyens. Mais dans le public aussi, hein, on fait en fonction des moyens qu'on a, hein, et on fait en fonction de ce qu'on peut en retirer. Si, il y a quand même une grande différence. Ah. Une. Et j'en profite pour faire un coucou. Je t'en parlais justement à ma nièce, qui est un bon exemple, parce qu'on parle des jeunes, qui a fait des études de marketing, de digital native. Elle est génération Z, elle est hyper bobo parisienne, elle est hyper branchouille. Je l'adore. Elle a bossé dans des grandes boîtes. Elle a commencé dans des grandes boîtes privées. Et puis, en fait, elle m'appelle et puis elle me dit, en fait, j'ai besoin de sens. Et j'ai besoin de me lever le matin. J'en peux plus de la pression qu'on me met dans le privé. J'en peux plus d'avoir à travailler pour essayer de vendre des produits. Tata, je voudrais essayer le public. Elle a 25 ans. Je lui ai dit quelles étaient les différences dont on vient de parler. Et je suis ravie d'annoncer que ma nièce est prise et elle intègre le public. Et je suis ravie qu'il y ait des jeunes qui intègrent le public, la communication publique. Je suis ravi déjà pour ta nièce. Ouais, c'est génial, je parle perso dans le podcast. Non, cool. mais c'est important. Mais comment s'appelle-t-elle? Donne son prénom. Margot. Margot, alors félicitations Margot, tu vas découvrir la communication publique, j'espère que ça te plaira, et si tu dis que tu veux du sens, je pense que ça va d'autant plus te plaire. Après, c'est toujours pareil, on peut avoir un chef qui est particulièrement pénible, c'est vrai que la lourdeur, elle existe aussi dans les grandes entreprises, hein, soyons bien clairs là-dessus, hein. Et merci au passage, Séverine, de rappeler que bon, évidemment, communiquer auprès de citoyens, c'est pas la même chose que communiquer auprès d'un client. Quoique. Voilà. Mais ils ont la même exigence, hein, je pense. Je pense que les citoyens sont encore plus exigeants. Ouais. Et je sais qu'ici, ils le sont particulièrement. Mais très honnêtement, je crois que tu fais bien de rappeler, ou tout simplement de dire, je crois que tu es la première à le dire dans les codeurs, finalement, il n'y a pas énormément de différence.
dans la com publique et dans la com privée. Donc allez-y, c'est vrai qu'il y a un problème de thunes, on va pas se mentir, on est moins payé dans le public que dans le privé. Oui, bon, ça on s'en doutait bien, merci, au revoir. Mais sincèrement, si vous voulez du sens, si vous avez envie de jouer dans une Ligue des Champions et non pas la Ligue 2, côté football, allez dans la communication publique. Puis si vous n'êtes pas heureux, travaillez dans la communication privée, parce que finalement, la seule chose qui compte, c'est de bosser dans la communication, le plus beau métier du monde. Donc, merci Séverine de rappeler cette chose-là. J'ai 2 dernières questions pour toi, Séverine. Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton métier de DIRCOM depuis bientôt 20 ans et une trentaine d'années de communication ? Alors, à l'échelle de mon métier, ce que je kiffe le plus, mais c'est très lié à mes études universitaires, parce que c'est ce que je kiffais déjà sur les bancs de la fac, c'est de trouver le bon combo fond et forme. J'adore ça. J'adore donner du sens à tout. J'ai appris comme ça, c'est-à-dire qu'une image n'est pas gratuite, le bon slogan, le bon mot, la bonne phrase. Et quand on arrive à trouver ce bon combo, moi, ça me fait kiffer encore un truc de dingue. Après, j'ai fait beaucoup de créa graphique aussi, donc j'aime le côté conception-rédaction entre l'image et le texte. Ce que j'aime, évidemment, c'est cette vocation de pédagogie citoyenne, c'est continuer à expliquer. Ça me passionne toujours autant. Ah, c'est déjà pas mal. Et encore une fois, je me répète, mais un grand merci de rappeler que la communication est un véritable métier, comme le dit Fred Fougera, que l'on salue évidemment, Fred. Mais c'est vrai, c'est pas simplement avoir une idée et puis parfois saugrenue ou pas, parce qu'on en a des idées saugrenues. Dieu sait dans nos métiers, et puis des fois on se calme. Et puis on a aussi nos commanditaires qui nous disent « Ouais, on va peut-être se calmer, Séverine. » D'ailleurs, je me fais la remarque à chaque fois parce que effectivement avec Fred, on voit passer la com est un métier et on se le dit entre nous. Il y a quand même une chose que j'aimerais, voilà, parce que ça me passionne, on est des passionnés, voilà, mais il y a plein de gens passionnés par leur métier. Le problème, c'est que on se le dit qu'entre nous. Donc là, tu vois, typiquement, ce que j'adorerais, c'est que ce podcast, il soit entendu par des élus, par des DG, par des DSI, par des collègues. J'adorerais qu'ils puissent entendre, écouter des communicants, pas que moi, qu'on n'ait pas l'image de... parce que pour l'image qu'ils ont, c'est Séverine Alfayat, DIRCOM, avec qui je travaille. Non, de communicants publics et qu'on puisse être entendu par des élus, par des DGS. On a plein de rendez-vous comme ça, de rendez-vous comme tous les métiers, des conférences, des forums, des ateliers de réflexion. Mais on prêche des convaincus, là. On a un besoin de formation, on a un besoin d'être toujours... Et puis, c'est essentiel de pouvoir nous retrouver en réseau. Mais ce qui serait top, c'est qu'à un moment donné, on diffuse cette culture, cette passion, cette expertise. Il est là le gage de réussite de notre métier, le jour où on aura réussi à partager ce qu'on peut apporter. Je suis tout à fait d'accord, encore une fois. Désolé, je me répète tout le temps. Quand je suis toujours d'accord avec les gens, je trouve ça toujours un peu suspicieux. C'est parce que je t'ai donné de l'argent. Mais oui, c'est ça, oui. C'est les 6 euros que tu m'as donné là, comme ça, de la main à la main. Mon Dieu, j'espère que personne du fisc n'entend. Mais je suis d'accord avec toi. Je crois qu'à un moment, notre métier se justifie beaucoup. Tu le disais, là, tu avais écrit il y a 10 ans... Qu'a-t-on loupé pour tant nous justifier, qui est à retrouver, je ne sais plus où, je crois, c'était sur le blog territorial de Franck Confineau, me semble-t-il. Et ben voilà, on va saluer évidemment Franck. Ce bon Franck qui a organisé le 14 juin dernier le lab où nous nous sommes enfin croisés de visu. Mais je crois en effet que nos commanditaires, nos parties prenantes, entre guillemets, je vais employer le terme, nos clients, ont besoin de comprendre que notre métier, c'est en fait un vrai métier et qu'on n'a pas juste des idées en buvant une bière de trop un soir ou en prenant des produits stupéfiants, parce que ça n'est évidemment plus ça depuis très longtemps. Je suis même pas sûr que ça ait beaucoup existé, primo. Et secondo, c'est un métier de stratège. Donc, encore une fois, le fond, la forme doivent coïncider et c'est pas, tiens, j'ai eu cette idée-là, ou pire encore, je me fais plaisir, juste moi. Oui. Parce qu'on a des cibles, tu l'as rappelé. Ah oui, parce qu'on a des cibles. Oui, il faut qu'on puisse, on en parlait tout à l'heure, l'efficience de notre métier va avec la confiance. C'est-à-dire que, et pour qu'on nous fasse confiance, pour qu'on soit entendu, écouté, et encore une fois, ça ne veut pas dire que ça va être forcément retenu, mais qu'en tout cas, notre parole soit crédible, il faut qu'il y ait un lien de confiance avec ceux avec lesquels on travaille, donc avec nos élus, avec nos directions générales, avec les services. J'ai envie de dire que je pourrais aller beaucoup plus loin parce que c'est ce que j'appelle la médiation avec aussi nos cibles.
il faut qu'on puisse être crédible auprès des citoyens et on va dire de toutes nos cibles. D'ailleurs, c'est quelque chose qui me tient à cœur à chaque fois d'essayer de ce que j'appelle la pédagogie citoyenne et le parler vrai. C'est alors peut-être que c'est très présomptueux, mais on en parlait il n'y a pas très longtemps au regard du contexte national, et j'avais aussi écrit un article qui s'appelait « Moi, communicant public, je travaillerai à un éveil citoyen ». On a une vraie mission pour regagner cette confiance-là aussi avec nos cibles et à défendre auprès de ceux qui décident du parler vrai, de la transparence, quand bien même on sait que c'est cadré, mais il y a plein de façons de le faire. Il y a plein de façons de convaincre en disant « expliquer ». Moi, pour résumer, j'ai toujours dit, parce que j'ai une vraie admiration pour les élus de terrain, je défie quiconque parce que c'est hyper facile de les critiquer, mais allez bosser sur le terrain, soyez élus, allez bosser, et puis après on en reparle. Je dis pas que c'est le monde des bisounours, mais voilà. Tu parlais de ce sacerdoce des élus de terrain, et quelque part il faut que les citoyens comprennent que l'élu de terrain, le maire, ou oui on va dire le maire ou le député, n'est pas nécessairement le politique national sur lequel on adore tirer. Et quelque part, encore une fois, et c'est même évident, les communicants ont quelque chose à jouer dans justement ce retour à la confiance que les citoyens doivent apporter à leurs institutions dirigeantes publiques. Parce que sinon, c'est la guerre civile dont parlait notre président dans quelques années. Et justement, comment toi tu vois le rôle du communicant là-dedans? Parce que sincèrement, moi je trouve que c'est un peu un vœu pieux entre toi et moi. Les politiques ont très 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 envie de se faire pas mousser. Et encore une fois, je parle pas nécessairement des élus terrain, parce que eux, j'ai le plus grand des respects pour eux, pour les politiques nationaux aussi. Mais c'est vrai qu'on est tellement dans cette ère du buzz, du tweet, pardon, oui, enfin, je sais plus comment on appelle ça sur X. Bref, un tweet qui va faire mouche, que finalement, ça dégrade notre métier de communicant. Mais parce que je pense que ça, on reboucle sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que il faut qu'on continue il faut pas baisser les bras, et il faut qu'on continue à expliquer comment donner du sens au message qu'on diffuse. Moi, j'essaye toujours d'éviter les discours hyper démagos, les discours pédagogues. Enfin, c'est du prêt à mâcher. Nos cibles, elles sont pas bêtes, elles sont pas connes. Il faut arrêter les phrases, les vœux pieux. Alors là, pour le coup, je reprends ton expression, mais on va faire ci, on va faire ça, c'est génial, c'est super. On va faire de la transition écologique, et puis l'eau ça bout à 100 degrés, et puis la guerre c'est pas beau. Voilà. Bon, moi, les discours démagos, je pense que ça nuit à ce lien de confiance. Donc, j'essaye systématiquement de réexpliquer pourquoi on fait les choses. Derrière, il y a un projet qui est porté par des politiques, et il y a des choix qui sont normalement argumentés. Moi, j'ai toujours tendance à dire que je ne connais aucun élu qui se lève le matin et qui se dit « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour bien faire chier mes concitoyens ?» J'en connais pas beaucoup. Derrière, il y a donc une logique, des choix. Les choix budgétaires sont des choix politiques. Et derrière, il y a une ambition de commune, de territoire, de politique publique. Et nous, notre rôle, il est là, de raccrocher systématiquement ce dont on parle à une ambition, à du sens et à pourquoi on le fait. On fait pas juste ça comme ça pour nous faire plaisir. Alors parfois c'est une communication à 3 bandes, mais notre rôle, nous, de communicants, c'est de justement, avec les bons mots pour les bonnes personnes, de dire pourquoi on fait ça, pourquoi ça a été décidé. Et c'est là où on est aussi parfois empêcheur de tourner au rond avec les services, parce qu'on va nous dire tiens, il faut que tu communiques là-dessus. Mais pourquoi tu as décidé de faire ça? Pourquoi c'est bien pour le territoire? Pourquoi c'est bien pour l'habitant? Pourquoi c'est bien pour l'entreprise? Parce que c'est pas inné, on n'est pas censé le comprendre. Pourquoi c'est super bien d'investir 2 millions là-dedans? Pourquoi c'est bien de faire cet événement à 5 000 €? Pourquoi c'est bien de rénover cette route et pas l'autre? Pourquoi il faut qu'on mette de l'argent dans les ZAE? Derrière, il y a des vrais objectifs.
Pourquoi on choisit de prioriser une action publique plutôt qu'une autre? Et ben voilà, ça c'est notre rôle, notre part du colibri, de continuer à nous battre pour que ce soit expliqué et qu'on nous l'explique. D'où l'intérêt après du positionnement de la com d'ailleurs, parce qu'on n'en a pas parlé, dans une collectivité, c'est que pour avoir ça, pour qu'on puisse traduire cette subtilité, incarner, donner du sens à l'action public, il faut qu'on puisse être au cœur de la stratégie et de l'action publique. J'ai besoin de la comprendre, j'ai besoin d'en connaître les subtilités, j'ai besoin qu'on se fasse suffisamment confiance pour avoir l'ensemble des données d'une feuille de route pour pouvoir au mieux la traduire. Tu l'as dit, tu as eu cette chance-là, ou en tout cas tu l'as provoqué cette chance, à savoir que tous les élus avec lesquels tu as travaillé, les gens de très haut niveau, ont toujours eu confiance en la com. Donc tu en as parlé, mais tu as raison de le rappeler, que finalement, on n'est pas un simple service support. C'est un service qui est au cœur de beaucoup de choses. Et de ce fait, vous devez encore une fois traduire tous les événements. Et Dieu sait si dans une ville, tu l'as vécu, ou dans une agglomération, ou une entreprise, il y a toujours quelque chose qui se passe. Est-ce qu'il faut communiquer ou pas, c'est une autre question. Mais il se passe toujours un truc. Donc, c'est là aussi le rôle du communicant et du service communication et des DIRCOM comme toi, de savoir, trier, 2, apporter une expertise, et 3, savoir prioriser plus ou moins les choses. Moi, je m'étonne à chaque fois, je l'ai redit à des collègues, on a fait un séminaire il n'y a pas très longtemps, et en fait, quel que soit l'atelier et quel que soit l'enjeu interne, on entend toujours revenir à un moment donné, ouais, mais c'est un problème de communication. Ce terme, ce mot communication qui revient tout le temps, et en fait, c'est pas faux. Parce que c'est de l'interpersonnel, c'est de la transversalité, c'est de la communication humaine, c'est de la communication média. Oui, la communication, même si j'aime pas à dire qu'on est différent des autres parce que je déteste ça, en tout cas, on a une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, elle est éminemment transversale et stratégique. Et moi, je le dis toujours, tu peux les appeler aux clients, on pourrait les appeler à mes clients, ou en tout cas à ceux qui me demandent de communiquer. Je vais reprendre une phrase qui me tient à cœur et qui est sur mes réseaux sociaux et qui explique très bien, pour résumer, la communication et la stratégie derrière et le potentiel et le levier de la com. C'est quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend, on a raison de penser ce qu'on pense. Et ce qu'on voit et ce qu'on entend, c'est la com. Donc, si vous voulez maîtriser ce qu'on pense de vous, maîtrisez ce qu'on voit et ce qu'on entend de vous. Écoute, elle est très très belle, je dis bravo. Et justement, j'en profite pour ma dernière question. Quel conseil tu donnes à un jeune ou à un moins jeune qui veut se lancer dans les métiers de la communication au sens le plus large du terme? Tu as déjà donné un conseil là, hein? Moi, je pense que il faut en être... il faut l'avoir en soi. Alors, je vais avoir un petit côté très utopique, hein. Faut avoir des étoiles dans les yeux dès le début quand on te parle de communication. Faut avoir une curiosité de l'autre avec un grand A. Il faut savoir entendre et écouter, ce qui n'est pas la même chose. Il faut avoir un vrai attachement à tout ce qui relève des sciences humaines. Il faut avoir une foi en la communication dans le sens premier du terme. Moi, je pense vraiment qu'il faut avoir cette conviction et cette passion, parce que après, tout vient naturellement. Moi, j'ai eu la sensation pendant mes études que tout ce qu'on m'apprenait, c'était d'une évidence implacable. Et ça régissait tout, parce que la com, c'est ce qu'on est en train de faire tous les deux là dans cette pièce. C'est ce que je fais à l'extérieur avec ma famille, mes amis, mon amoureux. La com, c'est une société. Donc, il faut y croire. Il faut être passionné par ça. Déjà parce que c'est pas toujours simple, mais comme tous les métiers, c'est un métier humain, de relationnel, même si c'est un vrai métier avec des techniques. Ces techniques, elles sont régies par de la perception, beaucoup, puisqu'on parlait de messages. Et la perception, c'est éminemment subjectif, quand bien même ensuite on a des techniques professionnelles pour réussir à capter l'attention. Il faut être humain et il faut être passionné par ça, par l'autre. Eh ben, merci à toi Séverine, on va se quitter sur ce côté humain. Alors quand je t'ai demandé ce que tu kiffais dans ton job, je me suis demandé si tu allais me parler d'humain et tu finis par le dire. Je me disais mais ça me paraissait un peu étonnant en te connaissant que tu ne dises pas ce que je kiffe avant tout c'est l'humain. Donc je suis ravi qu'on termine sur cette note-là. Je rappelle que la communication c'est un très beau métier. Il y a plein d'autres beaux métiers, la comptabilité, l'informatique, le commerce, magnifique métier que j'adore. Mais la communication c'est un métier qui est au confluent de plein de choses. On a cette chance-là.
Donc profitons-en, bon sang. Et puis ce sont plein de techniques, vous aurez le temps d'apprendre pour les plus jeunes les techniques, d'ailleurs on apprend à tous les âges au passage. L'intelligence artificielle est en train de bien remettre et de rebattre les cartes, et c'est absolument passionnant, et ce n'est pas à toi Séverine, à Paris-Saclay, c'est pas toi qui va me dire le contraire. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, quand vous entendez une épée comme ça, une badass, dire comme badass, dans l'Essonne, Madame Séverine Al-Fayat. Et bien quand on entend une badass comme ça, on met 5 étoiles sur Apple Podcast, on met 5 étoiles sur Spotify et surtout on s'abonne au Décodeur de la communication. Le podcast qui fait connaître non seulement certains métiers de communication et puis surtout des personnalités comme Séverine, mais tiens, ce serait bien aussi que d'autres qui ne sont pas nécessairement des communicants, comme tu le disais très justement Séverine, écoutent le podcast pour comprendre ce que c'est que notre beau métier. Parce qu'on va pas se mentir, on fait quand même le plus beau métier du monde, après batteur dans le groupe Police ou Led Zeppelin. Bref. Séverine, je te remercie, c'était passionnant. Merci beaucoup Laurent et merci à tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.